En tout premier lieu, j'aimerais vous présenter le docteur Debizi Araba, qui est le directeur de la région Afrique, Centre international d'agriculture tropicale. Le docteur Debizi est également membre du système CEGI, qui est un consortium de recherche. C'est également un expert sur la recherche agricole, et cela comprend le programme de recherche sur le changement climatique. Il a un doctorat de l'Imperial College de Londres. Il a également étudié aux États-Unis. Donc, il a commencé par la géographie physique à l'université d'Ibadan. Donc, un CV très éclectique. Je vous donne la parole, monsieur donc docteur Debizi Araba. Merci infiniment, Leonard. Bonjour. J'aimerais présenter mes chaleureux remerciements à Iselina. J'ai voyagé longtemps pour être ici, donc je vous demande de faire preuve d'indulgence. J'ai un petit peu changé le titre de ma présentation. Je suis émotionnellement et spirituellement aligné sur ce que Leonard a dit. Au lieu de me concentrer sur les défis et les opportunités, je vais analyser les opportunités d'entrepreneuriat pour les prochaines générations d'entrepreneurs. Alors, Michael, Léonard, Vionou l'ont dit, l'agriculture c'est vraiment un secteur d'affaires. Ce n'est pas pour ceux qui ont échoué ailleurs et qui doivent se replier sur l'agriculture. Non, c'est peut-être un problème d'image, mais c'est un domaine qui fait l'objet de manipulations politiques, sous-financées, mais qui recèle les plus grands espoirs pour les entrepreneurs du continent. Je vous donnerai quelques exemples de partenaires avec lesquels nous travaillons et nous suivons de très près leur voyage de découverte. Alors, je dois le faire. Je suis directeur région Afrique au Centre international d'agriculture tropicale. Nous travaillons partout dans le monde, 60 pays dans le monde, en Afrique. Nous travaillons dans 36 pays. Nous avons également quelques milliers d'employés partout dans le monde. Comme l'a dit Léonard, nous faisons également partie du CGIAR, qui est un consortium de centres de recherche indépendants qui travaillent dans le monde sur la recherche agricole. Donc, nous avons opéré une refonte de notre stratégie. L'idée était de se concentrer sur la prospérité. Au début, nous voulions réduire la pauvreté. Et en tant qu'organisation de recherche, nous avons mené une profonde introspection sur ce que cela voulait dire. Réduire la pauvreté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours, finalement, une couche de la population qui restera pauvre. Mais quand on parle de créer la prospérité, là, vous vous concentrez sur l'éradication de toute pauvreté. Donc, nous travaillons avec nos partenaires dans le secteur public-privé, partout dans le monde. Nous nous concentrons sur le transfert de prospérité. Nous utilisons ce qui fonctionne dans certains pays et nous l'appliquons à la région ou sur un continent pour l'appliquer au reste du monde. Sur la base des propos liminaires de mes collègues, ma présentation est terminée. Je n'ai rien de plus à ajouter, finalement. Cependant, on m'a quand même donné un peu de temps, donc j'aimerais réitérer certains points qui ont été soulevés, et donc par le biais de PowerPoint, car c'est un petit peu différent. Alors, pour l'Afrique, alors je ne sais pas si vraiment vous arrivez à voir ces diapos, mais pour ceux qui ne voient pas, qui ont du mal à voir les graphiques qui sont affichés, ce que j'essaye de vous montrer ici, en fait, si vous regardez le graphique au coin supérieur gauche, c'est le PIB pour l'Afrique subsaharienne. Vous pouvez voir une augmentation, donc année par année. Donc il y a l'ajout de valeur pour l'agriculture qui a également augmenté. Le pourcentage de la contribution de l'agriculture au PIB est sur une tendance baissière, ce qui est bon, car ce que je vous ai dit, c'est que les économies dans le pays se diversifient et s'éloignent de l'agriculture. Et cela va jouer un rôle clé. D'ailleurs, dans ma présentation, suivez bien.
Alors, l'entrepreneuriat, un voyage de découverte. Nous avons parlé de l'agriculture qui est un modèle d'affaires. L'entrepreneuriat, c'est un processus de découverte. Il faut trouver des idées. Mais là, une fois de plus, toutes les idées ne sont pas bonnes. Nous en avons parlé pendant le café ce matin. C'est important de comprendre d'où proviennent les idées et de créer finalement un butoir pour filtrer les mauvaises idées livrées. Et donc j'aime beaucoup le livre de Steven Johnson. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vraiment je vous le recommande. Steven Johnson parle d'un phénomène. Il parle de personnes qui trouvent une idée, ou peut-être vous avez une idée qui est intuitive, dont vous pensez que c'est une bonne idée, mais vous ne l'avez pas dans l'entièreté. Et ça vous trotte dans l'esprit jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un d'autre qui a l'autre partie de votre idée. Et là, vos deux idées se combinent, et donc ça devient quelque chose de viable. Et donc, il y a parfois vous savez, des personnes qui sont dans leur garage et qui écrivent les codes et qui créent des codes révolutionnaires, mais ils sont seuls, ils n'ont pas de vecteur pour faire grandir ce qu'ils ont créé. Et si l'on s'inspire de cela, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention, qui sont finalement les vecteurs de l'innovation dans l'agro-industrie de notre continent. Tout d'abord, c'est la montée de l'agriculture à moyenne échelle. Alors, certains collègues de l'Université d'État de Michigan ont identifié cette tendance. Les fermes de 10 à 100 hectares sont de plus en plus nombreuses pour plusieurs raisons. Il y a la migration urbaine-rurale, il y a le vieillissement de la population agricole, donc certains qui revendent des fermes, et vous avez également des investisseurs futés qui se concentrent. Vous savez, il y en a qui se concentrent sur l'immobilier dans les zones rurales, et donc maintenant, il y en a qui achètent des terres. Donc il y a vraiment là une accumulation. Mais bien entendu, à mesure que vous parcourez les générations, la taille des fermes, les fermes sont morcelées finalement. Et il y a donc des agriculteurs qui s'unissent pour vendre les fermes. Donc il y a cette tendance donc de fermes de 10 à 100 hectares qui grandit. Alors, à quoi est-ce que cela mène? Ça crée un encouragement à l'intensification, au passage à l'agriculture commerciale et aussi donc à la mécanisation. Je suis membre du panel Malabo-Montpellier et cette année, en début d'année, nous avons publié un rapport sur la mécanisation, essayant d'identifier les tendances et également les incitations à l'adoption de services de mécanisation sur le continent. Voir ce qui marche, quels sont les dispositifs institutionnels qui sont en place dans les différents pays. Je crois que nous avons d'ailleurs amené des exemplaires de notre rapport pour ceux qui le veulent. Vous êtes libre d'en prendre. Si vous êtes comme moi, que vous préférez une version numérique, vous pouvez aller sur notre site mamopanel.org, vous trouverez tous ces rapports. Alors, mécanisation. Voilà, cette fois-ci, une entreprise d'agrobusiness qui tire profit de cette concentration des exploitations dont je parlais tout à l'heure, mais également de la technologie. Hello Tractor de Jackie Oliver a commencé par mettre à disposition un service de tracteur. C'est à ça qu'il a pensé d'abord. Mais ensuite, son business model a évolué lorsqu'il s'est rendu compte que, dans certains cas, il y avait déjà des agriculteurs, des exploitants avec ces équipements qui en disposaient, mais largement sous-utilisés. Donc, ce qu'il a pensé à faire a été d'essayer de connecter, de mettre en rapport
de connecter des petits compteurs à ces équipements pour en maximiser l'utilisation. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes, par exemple, si vous avez un tracteur, parce que le tracteur n'est pas la seule forme de mécanisation, mais prenons cet exemple-là. On peut d'abord identifier dans un bassin donné la demande maximale, ce qui signifie que plutôt que d'utiliser votre tracteur 1-2 mois par saison, vous pouvez le faire utiliser pour plus de semaines, plus de mois dans le courant de l'année. Cela maximise les retours, les recettes et le service. Au fur et à mesure que les gens alentour connaissent l'existence de ce service, bien, vous gagnez, vous compensez le coût de l'équipement que vous avez acheté ou que vous avez pris à crédit. Et puis, ce compteur peut vous donner également une idée de la santé de votre matériel. Quand passer à la maintenance, quand remplacer les pièces usagées ou défectueuses, etc. Donc, comme Leonard le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas tant que soit que de créer quelque chose de nouveau, du nouveau matériel par exemple. Il s'agit simplement de transformer un projet et l'adapter aux nécessités de l'heure, aux besoins de l'heure. Maintenant, ce genre d'expérience, je voudrais la relier à une idée que j'ai entendue d'un professeur de Harvard University, Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann dit que le développement, c'est la manière dont on organise ses capacités, son savoir-faire. Le savoir-faire, pour ceux d'entre vous qui jouez au Scrabble, c'est simplement la manière dont on forme les mots. Certains arrivent à former des mots très complexes, d'autres y arrivent moins. Alors, plus les mots que vous arrivez à former sont complexes, eh bien, plus votre économie devient performante, plus capable elle est. Alors, Hello Tractor n'aurait pas pu fonctionner dans un environnement dans lequel on n'a pas ces capacités supplémentaires, c'est-à-dire des TIC ou des utilisateurs capables ou en capacité suffisamment nombreux, des personnels ou des gens capables d'assurer la maintenance. Tout cet environnement-là doit exister pour qu'une initiative comme celle-là fonctionne. Donc ce n'est pas le tracteur en lui-même qui compte le plus, il y a aussi l'environnement. Alors, qu'est-ce qui pousse les feux de l'innovation? Au cours des 20 dernières années, surtout des 5 à 10 dernières années, le coût des énergies renouvelables a beaucoup baissé. IRENA publie un rapport chaque année et dans son rapport de 2017, il y évoque justement le déclin, la baisse durable du coût des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, etc. Et dans beaucoup de pays africains, justement, vous avez des infrastructures de réseaux qui sont très faibles. Michael l'a déjà dit, il s'agit maintenant de passer à l'échelle. On a la possibilité, avec cette disponibilité de ces sources d'énergie renouvelable, de faire un grand saut en sautant beaucoup d'étapes par lesquelles d'autres sont passés pour couvrir les besoins. Le solaire, pour la majeure partie de l'Afrique, est en permanence. Et quand on voit le coût baisser au point d'être moins élevé que celui des sources conventionnelles d'énergie, vous voyez l'impact que cela peut avoir. Il y a une autre idée qui est sortie du Nigeria, Nemeka Ekabwe. Nemeka a commencé par la conception d'un programme, d'une émission de radio pour les agriculteurs. Et au cours de son travail, Nemeka s'est rendu compte de la difficulté qu'il y avait à réduire les pertes post-récolte. Donc, il a commencé à jouer avec l'idée de concevoir des solutions de réfrigération, par exemple, hors réseau électrique, pour la conservation. Donc, il a essayé de travailler avec des partenaires, avec des agriculteurs, à expérimenter des produits et il est parvenu à ce qu'on appelle Cold Hubs. De quoi s'agit-il? C'est un modèle de franchise dans lequel la technologie peut être améliorée avec les partenaires et portée sur le terrain, vraiment installée sur le terrain.
pour travailler avec des fournisseurs tels que Akisoya, je crois, producteurs de légumes frais, pour que cette technologie aille même jusqu'à atteindre des consommateurs qui ne sont pas connectés au réseau. C'est la même chose. Angela Adelaja, que vous connaissez, Akin, qui travaille dans le cadre de son projet à travers des démarches contractuelles entre des producteurs sur le terrain et des commerçants, des petites unités commerciales pour mettre à disposition sur le marché cette production-là. Alors, les technologies avancent vite. Vous savez que la téléphonie mobile en Afrique, elle est en plein boom dans des pays comme le Nigeria, comme la République démocratique du Congo. Vous voyez les chiffres ici, ils sont impressionnants. Alors, quand on voit les promesses de l'agriculture numérique, le CJR a mis en place une plateforme de Big Data qui sert à coordonner, à inspirer l'utilisation de ces Big Data dans l'agriculture. Et l'une des plateformes donc, pour filtrer les idées, je parlais tout à l'heure des bonnes idées, des mauvaises idées, il faut filtrer tout cela justement pour retenir les bonnes et rejeter les autres, parce qu'avoir une idée simplement ne suffit pas, il faut qu'elle soit bonne, n'est-ce pas? Bien. Alors, l'agriculture numérique au Kenya, Brian Busiri, vous le connaissez aussi. Bon. Nous connaissons les mêmes personnes apparemment. Lui, il s'est appuyé sur justement la big data, l'intelligence artificielle pour mettre en place ce service de consultance pour les agriculteurs. Il a travaillé avec près de 10 000 agriculteurs. Et son système qu'il a utilisé avec les exploitants agricoles, eh bien, il s'en sert maintenant même dans le secteur de l'hydraulique. Tout ce que cela montre, c'est que lorsque on a la base, l'infrastructure technologique, en fait, tous les champs peuvent être investis. Alors, il faut un cadre politique. Également, on parle beaucoup de la zone de libre-échange africaine. Moi, je pense que c'est le genre de structure qui permet justement de trouver de nouveaux marchés, de maximiser les marchés. Et l'une des deux idées dont je vais faire état vise justement à attirer le maximum de ce marché élargi. Je vais vous parler de Olawale, justement, qui a créé une start-up nigériane, JR Coffee, qui achète du café au Rwanda et le vend en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il a signé un certain nombre de contrats également aux États-Unis. Il fournit également aux États-Unis, donc à Boston. Boston Coffee Company est un de ses partenaires, au Canada aussi. Donc voilà un modèle qui remonte vraiment sur la chaîne de valeur. Comme Lennart le disait tout à l'heure, il faut monter en gamme. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Afia Williams, celui-là, vous ne le connaissez pas. Afiong, vous ne la connaissez pas. Elle a mis en place Refruit et elle fait tout. Elle fait de la production de mangue, elle distribue, elle transforme. Et maintenant, ils sont en train d'investir dans l'industrie, le secteur de la noix de coco, de la mangue. Elle est en train de se diversifier. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles utilisent Twitter. Elle utilise également un blog pour parler de manière permanente de son expérience, de ce par quoi elle passe. On arrive ainsi à suivre la trajectoire de son affaire. Elle montre, par exemple, au jour le jour, ce que cela signifie d'exporter. Qu'est-ce que c'est que l'AGOA? Comment est-ce que cela marche? Qu'est-ce que cela signifie pour une entreprise agroalimentaire africaine? Le système de certification, comment entrer sur la plateforme Amazon? Et c'est très intéressant de suivre son histoire, sa trajectoire, parce que c'est vraiment un exemple intéressant.
Alors, les leçons de tout cela. D'abord, il faut investir dans le capital humain et dans les infrastructures physiques. C'est indispensable. On ne peut pas simplement, à partir de l'innovation, régler tous les problèmes. Il faut aussi investir dans le capital humain, dans les infrastructures, les routes, le bon cadre politique, un cadre politique judicieux. Les pays doivent comprendre que il faut promouvoir le commerce, la croissance des échanges commerciaux, comprendre aussi qu'on ne peut pas non plus taxer l'accès aux données. En tout cas, pas la phase où les données ne sont que des données. Alors, si les gens essayent d'accéder à des données pour pouvoir concevoir des services, on ne peut pas les taxer. J'étais dans la fonction publique, j'étais au ministère de l'Agriculture et je demandais des données climatiques, des services agrométéorologiques. Et on m'a demandé de payer pour ces données, alors que c'était des informations que je recherchais dans le cadre de mon travail, donc dans l'intérêt de l'État. Et j'allais devoir payer pour accéder à un service pour lequel l'État a payé déjà. Alors, si vous imaginez ce que cela doit signifier pour le secteur privé, c'est encore pire. Donc, il nous faut plus de plateformes également d'échange d'informations. Le CTA doit être plus financé pour aller beaucoup plus loin que ce qu'il arrive à faire aujourd'hui de ce point de vue. Nous voulons voir plus d'institutions de ce type-là sur le continent et ailleurs. Alors, je ne soulignerai jamais assez l'importance de l'accès au crédit abordable, plus de financement, surtout pour les entreprises agricoles au Nigeria. Il y a eu un fonds, d'ailleurs, de 30 millions de dollars conçu par KfW et le gouvernement du Nigeria, qui s'appelle FAFEN. La Banque africaine de développement a mis en place une proposition de fonds de 300 millions de dollars pour le financement de ce type d'agriculture. Il nous en faut plus. Alors, ce n'est pas facile d'accéder à ces financements aujourd'hui. On n'est plus dans la phase de l'approche de développement de l'agriculture seulement. Que ce soit de l'argent du développement ou d'autres sources de financement, il faut identifier les bonnes idées, les financer, quel que soit le vecteur. Moi, je préfère des prises de participation, d'ailleurs. Quand on investit dans une entreprise, c'est un signe de foi dans la réussite de cette entreprise. Je l'ai déjà dit aussi, je voudrais le souligner, nous devons aussi trouver le moyen d'éliminer la multi-imposition. Il faut plus d'acteurs également comme Real Fruit, comme tous ces exemples que j'ai donnés tout à l'heure, des gens que l'on fasse monter en gamme, que l'on fasse monter sur le marché international, qui soient compétitifs. Donc ce n'est pas pour moi qu'on le fait, qu'on le fera, c'est pour ces gens-là, parce que ces gens-là sont l'avenir de l'entreprise agricole en Afrique. Merci. Thank you very much, Debisi, for your Merci. Merci, Debisi, pour ces remarques. Je ne vous ai pas interrompu parce que j'ai vu Tom prendre des notes avec frénésie. Je pense que tout ce que vous avez dit est vraiment très intéressant, avec des cas particuliers, des cas spécifiques très intéressants. Et d'ailleurs, vous avez entendu que le CTA connaissait la plupart des noms que vous avez cités ici. Et vous avez évoqué également l'investissement, l'abordabilité du crédit qu'il faut libérer pour les jeunes entrepreneurs. Cela également nous intéresse beaucoup. C'est une difficulté que nous avons aujourd'hui, il faut le reconnaître, amener les institutions financières à investir dans l'agrobusiness et dans l'agriculture de manière générale. Ce n'est pas facile.